Bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens tout particulièrement à saluer le député Letchimy qui nous a fait l'honneur d'être présent à cette conférence de presse. Nous avons eu les excuses du député Azéro qui nous a indiqué qu'il était absent de Martinique et qu'il ne pouvait être avec nous. La presse est là, donc nous pouvons commencer. Alors, à la table, ceux qui vont intervenir, je vais les nommer. Vous avez le président Steve Patol, président du SETBAM, du syndicat des entrepreneurs en bâtiment, travaux publics et annexes de Martinique. José Gadarcan est le président de la fédération régionale du BTP de Guadeloupe. Olivier Montez, qui est président de la fédération régionale du BTP de Guyane. Nous aurons un message, parce qu'ils n'ont pas pu se déplacer, nous aurons un message de nos amis de la Réunion. Vous avez Philibert Sainte-Rose-Fanchine tout au bout de la table, qui est le président de la FEMEC, Fédération des entreprises martiniquaises de la construction. Et puis, nous avons M. Ramassamy, qui nous vient de Guadeloupe. Vous vous apprécierez tout à l'heure ses talents d'orateur. Et enfin, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Jean-Pierre Philibert, qui est le président de la Fédération des entreprises des DOM et qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais donner la parole au président Patol. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, je n'ai pas l'habitude du protocole, mais j'ai le devoir d'accueillir mes amis, M. Gadarcan, M. Montez, président de la FIDOM, M. Ramassamy, et l'honneur nous a été fait par M. Letchimy, ici présent. Donc, en votre nom, je les salue tous. Mesdames, Messieurs, chers amis, avant toute chose, je voudrais faire un point sur des propos qui se tiennent ça et là, des suppositions, des on-dit. Certains ont prétendu, et même écrit, que notre mouvement faisait partie d'un complot contre les vainqueurs des dernières élections. Un complot, disait-il, à voler la victoire du peuple. Les mêmes, et quelques d'autres, assurent que les patrons du BTP pleurent la bouche pleine. La preuve, ils ont fait une campagne d'affichage. Ils se posent hypocritement. Mais comment ont-ils fait? À McDonald's, ils considèrent qu'ils ont le droit, pour vendre leur saloperie, de faire une campagne d'affichage. À nous, qui représentons 4700 établissements, qui utilisons le même support pour sensibiliser la population à nos problèmes, cela devient suspect. L'on nous reproche souvent, vous ne faites pas assez de communication. Il faut que vous communiquiez parce qu'on ne comprend pas les problèmes du BTP. Quand nous nous mettons à communiquer, mais ils ne sont pas contents. Les nous pas qu'à communiquer, ils ne sont pas contents. Les nous qu'à communiquer, ils ne sont pas contents. Laissez-moi dire et vous dire à tous que les chefs d'entreprise et salariés qui sont autour de nous considèrent qu'ils font eux aussi partie du peuple, qui sont certainement représentatifs de la Martinique dans la diversité de ses tendances politiques, ainsi, mais qu'ils ont mis de côté leurs divergences d'opinion pour délivrer un message d'une profession unie face aux urgences de l'heure qui sont d'ordre économique. Oui, devant l'ampleur que prend la crise, nous avons su taire nos différences. Naturellement, je dirais que par culture, il existe encore des compères lapins, mais cela fait partie de notre culture, nous sommes bien obligés de les accepter. Ce message, je tiens à le souligner, n'est dirigé contre personne, n'est le procès de personne. Aujourd'hui, il est mis en évidence la faillite d'un système fait de règles non adaptées ou mal adaptées et souvent mal appliquées et beaucoup de mauvaises habitudes. Nous sommes collectivement responsables et c'est collectivement que nous pourrons le réformer. L'enjeu est important. On ne dit pas assez, faisons de la communication,
que le BTP fournit 60% des produits investis en Martinique, qu'un employé de sexe masculin sur 5 du secteur privé travaille dans le BTP. Plus d'un tiers des produits de l'industrie locale trouvent ses débouchés dans le BTP. Et je ne parle pas des transporteurs, du négoce de matériaux de construction, des bureaux d'études, des architectes et des services divers aux entreprises. Autant dire que la crise qui nous frappe menace un pan entier de l'économie de la Martinique. C'est d'ailleurs la synchronisation de cette crise entre les 4 collectivités d'outre-mer que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et la Martinique qui nous a permis de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un effet de la conjoncture locale, mais bien d'un problème structurel. À ce niveau, c'est sans aucun doute à l'État qu'il appartient de prendre des initiatives. Ainsi, un de nos problèmes majeurs est la situation financière de nos collectivités locales. Le rapport de 2014 du sénateur Patient en a analysé les causes. Cet état de fait nous pénalise de 2 manières. D'abord, parce qu'il affecte le volume de la commande publique, alors même que le récent rapport Lurel a montré une fois de plus l'importance de notre retard en matière d'équipement collectif. Ensuite, parce que ces mêmes collectivités ne respectent pas la loi et règlent leurs factures avec des retards considérables. Pour payer ses charges courantes, l'entreprise doit s'adresser à une banque qui n'accepte pas toujours de prêter, naturellement. Et souvent, les agios payés à cette banque finissent par provoquer la chute de l'entreprise. Cette situation ne peut plus durer. La libre administration des collectivités locales est une chose, le respect de la loi en est une autre, et l'État doit y veiller. Mais il appartient aussi à ces mêmes collectivités de comprendre la nécessité du changement. Des solutions d'ingénierie financière existent. Dans l'immédiat, nous demandons de pouvoir céder nos créances sur les collectivités à la BPI qui se rétribuera sur les intérêts moratoires. Nous demandons, puisque peut-être qu'ils n'ont pas le courage, qu'ils n'osent pas le faire, nous demandons à l'État de mettre en place une aide spéciale aux collectivités afin de leur permettre de préfinancer les projets, étant entendu que cette aide servira uniquement aux investissements touchant le BTP. Je dis bien uniquement aux investissements touchant le BTP. La seconde de nos revendications concerne la visibilité et la transparence du marché. Ce problème est particulièrement aigu dans la période actuelle. Nous ignorons tout. Par exemple, de l'état d'avancement des projets inscrits au contrat de plan État-région. Nous avons déjà 2 ans de retard. Nous ne savons rien de la programmation des travaux des bailleurs sociaux. Ou alors, certains qui le savent, mais nous n'avons pas les moyens de le savoir aujourd'hui. Nous voulons aujourd'hui qu'une information complète, accessible à tous, et ayant à l'esprit que l'information ne doit pas commencer avec les appels d'offres, mais bien avant les projets. Visibilité, mais aussi transparence. Nous avons élaboré une charte de déontologie des marchés publics qui vise, dans le respect des règles, à alléger les procédures et à instituer de bonnes pratiques chez tous les acteurs concernés. Nous souhaitons qu'il soit adopté. L'exigence de la déontologie ne va pas sans action déterminée de prévention et de répression du travail illégal. Nous avons là aussi des propositions, notamment sur une mise en place de la carte d'identification professionnelle selon des modalités propres à l'outre-mer. Pas à la Martinique, à l'outre-mer. Parler de transparence nécessite qu'un mot soit dit sur le secteur de la construction des logements sociaux. Nous réclamons que soit organisée dans les plus brefs délais une table ronde sur la politique des bailleurs sociaux. Il n'est pas admissible que des organismes investis d'une mission d'intérêt général et largement financés par des fonds publics aient une activité aussi opaque aux yeux des entrepreneurs et même du public. Mesdames, Messieurs, chers amis, vous constatez que nous ne demandons pas la lune.
Nos démarches auprès du gouvernement, soit directement auprès de la ministre des Outre-mer, soit par l'intermédiaire des députés dont Victorin Lurel était le porte-parole. Le député Lurel intervenu auprès du Premier ministre, ont produit leurs premiers résultats. Des dossiers en souffrance à Bercy ont été débloqués et l'agrément préalable sera supprimé pour le logement social. Il me revient ici de remercier Jean-Pierre Philibert, président de la FEDOM, pour son précieux concours. Il reste à obtenir des autorités nationales la reconnaissance du BTP comme secteur prioritaire bénéficiant des mêmes dispositions que l'industrie. Il reste à obtenir l'implication de la BPI auprès des collectivités locales et auprès des entreprises. Il reste enfin à obtenir une suspension des poursuites et un moratoire pour les entreprises que la crise a placées en délicatesse avec les organismes sociaux et fiscaux. Il faudra de toute façon un différé de remboursement, car le paiement des charges courantes et en même temps les échéances de la dette condamnera le moratoire à un échec. Quant aux autorités locales, nous attendons qu'elles se penchent avec sérieux sur les problèmes que je viens d'évoquer. Nous attendons d'elles un partenariat loyal fondé sur le respect mutuel. Les pièges ne manqueront pas. Je vois depuis quelque temps ressurgir la vieille opposition entre petites et grosses entreprises. C'est une distinction absurde. Il n'y a que des petites entreprises en Martinique au regard des classifications officielles. Nos plus grosses entreprises, je mets entre guillemets grosses, emploient dans de bonnes conditions des salariés martiniquais qui ont eux aussi besoin de travailler pour vivre. 4300 salariés travaillant dans les entreprises de plus de 10. Cette distinction participe à la division qui vise à affaiblir notre mouvement. Certains y trouvent peut-être un intérêt. Nous devons y prendre garde. Comme vous le constatez, nous n'attaquons personne, nous ne critiquons personne, nous disons simplement se concerter, se respecter, travailler ensemble sera la chance de notre réussite. Je vous remercie. Merci, Président. Nous allons tout de suite donner la parole, s'il le veut bien, à José Gadarcan, président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics de Guadeloupe. Mesdames et Messieurs, les élus ou leurs représentants, les autorités préfectorales ou leurs représentants, les parlementaires présents ou représentés, les présidents ou les représentants des organisations patronales et des chambres consulaires, l'ensemble des maîtres d'ouvrage qui sont avant tout nos partenaires, même si en période de crise comme aujourd'hui, nous revendiquons le respect de certaines règles, mais nous avons besoin de vous. Et sans nous et nos salariés formés, nous ne pourrions développer et équiper nos territoires. Je remercie le président Patol de son invitation et bien sûr les très nombreux salariés de vos entreprises qui se sont déplacés, conscients de la gravité de la situation et des risques qui pèsent sur notre activité, ainsi que les conséquences potentiellement négatives sur l'emploi de vos collaborateurs et sur la contribution de votre secteur dans la création de richesses dans votre territoire. Je n'ai pas la prétention, en m'exprimant devant vous aujourd'hui, de vouloir revendiquer toujours plus d'argent, plus de subventions ou de dérogations aux règles des codes des marchés et autres innombrables normes qui régissent nos métiers. Je veux seulement que nous puissions ensemble prendre le temps, comme nous le faisons aujourd'hui, et comme nous l'avons fait depuis tantôt, alerter, informer, faire preuve de pédagogie sur le fonctionnement des entreprises. Rappeler au pouvoir public qu'il ne suffit pas de nous solliciter pour que nous ayons des comportements citoyens en cherchant à nous culpabiliser, mais que nous voulons tout simplement être consultés, concertés et reconnus comme étant des acteurs majeurs de la création de richesses
les premiers contributeurs au PIB de nos régions et de la nation, et qu'à ce titre, nous devons être écoutés et entendus. Nous sommes des chefs d'entreprise responsables. Nous avons fait le choix, chacun dans nos métiers, d'investir, de recruter et de former nos salariés. Malgré les difficultés au fil des lois d'exonération et de programmation pour le développement des DOM, nous sommes toujours confrontés aux mêmes contraintes, année après année, et quelles que soient les majorités au Parlement. Nous sommes face à une surdité insupportable de l'État et à une gestion partisane des crédits dédiés au ministère de l'Outre-mer qui tiennent rarement compte des priorités réelles de nos régions exprimées par nos populations en fonction de leurs besoins, dont seuls nos élus et parlementaires peuvent les relayer au plus haut niveau de l'État. Ce ne serait pas faire insulte à nos élus et à nos parlementaires domiens que de leur demander d'être solidaires de la population, de gommer leurs différences idéologiques ou partisanes pour être en mesure, lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts supérieurs de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, où à l'instar de parlementaires de la Réunion, ils ont une impérieuse obligation de faire abstraction de leurs différences idéologiques pour se présenter en rang serré devant les plus hautes autorités de l'État pour défendre les intérêts de nos populations. En disant cela, je pense particulièrement au dossier de financement du logement social, avec son volet de défiscalisation soumis à agrément au ministère des Finances, mode de financement décidé par l'État en 2009 sans concertation et pour lequel notre fédération de Guadeloupe s'était fermement opposée. Une toute première annonce faite par le Premier ministre semble nous donner raison de la pression que nous mettons depuis des mois sur ce dossier des agréments, mais je vais y revenir dans quelques instants. Ce mouvement interdôme unitaire, solidaire, concerté et historique doit être amplifié et élargi aux autres secteurs d'activité pour que chacun, au retour de notre territoire, nous puissions dire, expliquer et convaincre nos représentants légitimement élus qu'il n'est aucunement en opposition avec la classe politique, mais que nous sommes des forces de proposition et que nous exigeons d'être entendus et écoutés. Vous avez tous et toutes entendu le Premier ministre, mardi 31 mai, à l'Assemblée nationale, annoncer la suppression, dès cet été, de l'agrément fiscal préalable aux opérations de construction de logements sociaux dans nos territoires. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était une bonne chose. C'est vrai que c'est une bonne chose, mais il faut que vous sachiez que ce n'est pas encore le cas parce qu'il y a un amendement qui sera déposé la semaine prochaine dans le cadre de la loi Sapin 2 pour demander la modification justement de ce que nous a annoncé le Premier ministre. Et nous restons vigilants parce que nous ne savons pas quelles sont les formalités qui seront appliquées pour ces agréments. Est-ce que ce sont les DGFiP locales qui vont traiter? Parce qu'il faut savoir qu'au-delà de dossiers de 20 millions, c'était traité par Bercy, et en dessous, c'était traité par les DGFiP locales. Donc nous ne savons pas encore quelles sont les modalités qui seront retenues. Donc nous devons travailler tous ensemble à la réécriture des règles d'attribution des agréments afin de ne plus jamais connaître ces blocages qui ont empêché des nombreuses mises en chantier privant nos populations de logement, pourtant attendues pour certains depuis près de 10 années. Bien sûr que nous saluons cette annonce, comme je l'ai dit. Nous sommes aussi tout de même très étonnés de l'empressement de certaines organisations patronales, régionales et nationales à se glorifier que leur appel ait été entendu par le gouvernement. Puisqu'elles sont aussi puissantes et efficaces, je parle pour la Guadeloupe, je voudrais qu'on leur propose qu'on mette nos créances impayées, près de 50 millions d'euros en Guadeloupe, nos dettes sociales, 42 millions, pour qu'elles aillent solliciter des mandatements d'office pour notre compte, afin d'éviter que nos entreprises subissent des représailles dites commerciales par nos clients maîtres d'ouvrage publics et que nous puissions payer nos dettes. Ceux-là même qui s'empressent à s'approprier le fruit de nos récentes actions mobilisatrices sont les premiers à nous jeter en pâture à l'opinion lorsque nous manifestons en disant que nous bloquons l'économie, que nous hypothéquons la reprise touristique et que sais-je encore. Nous n'avons d'autre choix que de compter sur nous-mêmes, car dans le BTP, nous sommes les seuls à connaître les difficultés que nous rencontrons dans la gestion quotidienne de nos entreprises. L'allongement insupportable des délais de paiement qui assèchent notre trésorerie et qui détruit nos fonds propres, parce que certains clients nous font préfinancer des investissements en sachant qu'ils n'avaient pas les moyens de payer au moment de lancer les appels d'offres.
Lorsque nous faisons des propositions de simplification à l'État pour qu'un dispositif de préfinancement soit mis en place pour éviter que ce soit nos entreprises qui payent en lieu et place des collectivités publiques et des différents donneurs d'ordre lorsqu'elles sont défaillantes. L'État doit nous entendre car des institutions financières ne jouent pas leur rôle dans nos territoires, comme ça se fait en France métropolitaine. L'annonce du Premier ministre peut paraître comme une aubaine pour nos bailleurs sociaux, susceptibles de mettre en chantier plus de 1500 logements en quelques mois. Si c'était aussi simple, interrogeons-nous sur les raisons des blocages que nous avons dénoncés et pourquoi ils n'ont pas été levés avant. Mes chers collègues, notre mobilisation unitaire des 4 DOM inquiète, fait peur aux autorités qui cherchent à désamorcer depuis plusieurs semaines notre mouvement en faisant des annonces de toutes sortes. Le président de la République, hier en clôture du Congrès des maires de France, a plaidé pour une relance de l'investissement public local, en mettant un terme à 2 années de baisse cumulée de presque 7 milliards d'euros de dotation de l'État aux collectivités locales de l'ensemble du pays. Mes amis, je vous le dis, si nous ne restons pas mobilisés sur tous les fronts sur le plan local, chacun sur notre territoire, et si nous ne travaillons pas ensemble pour formuler des propositions transversales pour relancer l'investissement public local au plus haut niveau de l'État, pour un accroissement des dotations à nos collectivités locales, nous ne sauverons pas nos entreprises et nos emplois. C'est pourquoi je vous propose que l'on réfléchisse à une charte d'engagement des élus locaux pour soutenir l'investissement public et défendre l'emploi dans le BTP des 4 DOM. L'investissement public est la condition du développement et de l'attractivité des territoires, de leur aménagement et de la qualité du service public offert aux Martiniquais, aux Guyanais, aux Réunionnais et aux Guadeloupéens, ainsi qu'aux Mahorais qui ne tarderont pas sûrement à nous rejoindre. L'investissement public contribue à préparer l'avenir de nos territoires et à garantir la compétitivité de notre économie. Il est principalement porté par les collectivités locales et se trouve aujourd'hui menacé par la réduction drastique et brutale des dotations que l'État leur verse. Vous avez remarqué depuis quelques semaines qu'au sommet de l'État, que c'est Noël avant l'heure de la présidentielle. Mettons notre mouvement au service de nos collectivités locales pour obtenir que cette annonce faite hier par le président bénéficie aussi à l'outre-mer. C'est le sens de cette charte d'engagement des élus locaux que nous devons mettre en place, où ils vont s'engager à préserver, développer et amplifier l'investissement public local. Maintenir et si possible accroître les moyens consacrés à l'entretien des bâtiments publics, notamment la mise en conformité parasismique à l'entretien des infrastructures de mobilité, des réseaux d'eau et d'assainissement, d'électricité et de fibres optiques dont ils ont la charge et la responsabilité. De respecter les délais réglementaires de paiement des entreprises et faire la chasse aux entreprises clandestines. De porter le montant des averses sur paiement à un montant minimum de 15 à 20% du montant du marché. Mettre tout en œuvre pour détecter et éliminer les offres anormalement basses, lutter contre le dumping social et les travailleurs détachés, et ne pas faire du prix le critère prépondérant dans l'attribution des marchés publics. Travaillons ensemble à une plateforme de proposition avec nos élus, avec nos organisations professionnelles et syndicales de la branche, car c'est solidairement et en rang serré que nous gagnons ce combat pour nos entreprises, nos salariés, nos économies et nos populations pour nos territoires respectifs. Je vous remercie. Merci, Président. Après cet excellent discours du Président Gadartan, j'invite Olivier Montez, Président de la Fédération du BTP de Guyane, à prendre la parole devant. Mon cher Steve, merci de l'accueil, merci de l'accueil des Martiniquais, des salariés martiniquais qui sont ici. José, messieurs et dames en programme de qualité, j'ai pas prévu de discours parce que José est notre porte-parole et je crois que son propos a résumé la situation, les enjeux. Je voulais juste revenir sur notre mouvement, pourquoi on est là aujourd'hui et comment on est organisé. Je pense que Steve l'a dit, première chose importante, c'est un mouvement apolitique. C'est des fédérations dans chaque département qui en ont marre de ne pas être entendues. Ça fait des années que ces problèmes, on les soulève
notamment depuis 2010, depuis 2012. Ce qu'on a dit arrive. On n'est pas payé. C'est insupportable. On ne peut pas continuer comme ça. Dans ma fédération, 70 entreprises, 45 millions d'euros d'impayés des collectivités locales. Comment vous voulez qu'on vive? Nous, chefs d'entreprise en Guyane, depuis 3 ans, on a licencié 1800 salariés. On va continuer comme ça? En Guyane, la population va doubler dans les 30 ans. On devrait construire 2000 à 2500 logements par an pour que les jeunes Guyanais se logent. L'année dernière, on en a construit 400. On continue comme ça? Notre mouvement, c'est pour dire stop. Écoutez-nous. Que l'État nous écoute. On n'a pas de vision politique, on n'a pas de vision électoraliste. On est tous des chefs d'entreprise qui connaissons le terrain et qui ne comprenons pas pourquoi on ne nous écoute pas. J'ai un autre chiffre qui est important en Guyane, le taux de réalisation. Ça veut dire quand les élus, quand l'État a décidé de consommer 100 €, on n'en consomme réellement que 47. Il y a 53 qu'on ne réalise pas parce qu'il n'y a pas de permis, parce que le fonctionnaire n'est pas là, parce qu'un gars est malade, parce qu'il y a la loi sur l'eau qu'on n'a pas fait. C'est quand même pas acceptable. Donc notre mouvement, il est là. Il n'est pas facile, parce que comme dit José, c'est la première fois, c'est historique, que les 4 DOM arrivent à mettre de côté leurs différences, un peu entre la Antilles et la Guyane, leur conflit. C'est la première fois qu'on arrive à mettre de ça de côté et qu'on essaye de parler d'une seule voix, parce qu'il y a des sujets comme la défiscalisation, le financement des collectivités locales, le paiement de nos dettes. Si on n'est pas tous les 4, on ne nous entendra pas en haut avec l'appui de la FEDOM. Et on l'a vu, José l'a dit, c'est un premier demi-pas qu'on a fait, c'est ce combat sur le crédit d'impôt. Si on n'avait pas tous été ensemble, tous les 4, au ministère des Dom-Tom, unis, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc on est dans la bonne voie, on va continuer. Je vois qu'il y a un élu important qui est là. Il faut que les élus comprennent que notre combat, c'est l'activité économique et c'est l'emploi. Et moi je prends l'exemple en Guyane, c'est autre chose. C'est proposer à notre jeunesse une autre chose que le chômage. Un homme ou une femme, elle ne se réalise à travers sa famille, mais en grande partie à travers son travail. Et tous nos problèmes de société qu'on a, en grande partie, ils n'existeraient pas si nos jeunes avaient du boulot. Et à travers le BTP, en tout cas nous en Guyane, et je le sais aussi en Guadeloupe et aussi en Martinique, une grande partie de la jeunesse de nos pays pourrait travailler si l'activité du BTP était importante. Et elle peut être importante, parce que l'argent globalement est là, les contrats plan État-région, ils sont importants. Vous vous rendez compte, José l'a cité, nos contrats plan État-région, en Guyane, 800 millions, 1,2 milliard ou 1,3 milliard en Guadeloupe, 2 milliards à La Réunion. C'est des programmes qui durent 6 ans. Aujourd'hui, on a déjà 2 ans d'engagés. En gros, dans chaque département, on a dépensé que 5 à 10% des contrats plan d'argent. Et encore. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et on va rester mobilisés, en tout cas nous, les présidents de fédération, pour qu'on puisse porter au niveau de l'État tous ces soucis-là et qu'il y ait dans nos régions de l'emploi et l'activité économique. Je crois que j'entends les combats de chapelle, hein, José, avec les autres fédérations. Tout se réglera sur du boulot. Actuellement, on se bat un peu entre nous parce que le gâteau est tout petit. Faisons que le gâteau soit gros. Et honnêtement, il y aura tout le combat et chacun aura du boulot, chacun à la taille de son entreprise. En tout cas, merci de l'accueil et à très bientôt. À ce qui a été dit par le président Patol et par le président Galarcan sur la situation de nos entreprises et de nos secteurs d'activité, si ce n'est parler de manière plus générale. Le BTP, c'est quand même un des poumons économiques de l'activité économique de manière générale,
et de nos territoires encore plus, puisque nos territoires dépendent beaucoup des marchés publics. Et au-delà du problème sectoriel du BTP, c'est toute l'activité économique de nos territoires qui sont impactés. Les problèmes rencontrés, alors premièrement, je voudrais parler de notre mobilisation. Ça fait 2 ans à peu près que je me bats et qu'on se bat pour se faire entendre. Et on a eu beaucoup de mal à se faire entendre. Et moi, ça fait 35 ans que je travaille dans ce métier. Je n'ai jamais connu une crise aussi grave dans le nombre de marchés et sur l'ampleur des marchés publics qui puissent sur notre territoire de la Martinique. Sur la dernière année, ces 6 mois existants et 6 mois 2016, on a pratiquement un arrêt de la commande publique, ce qui nous pose effectivement à toutes nos entreprises et aux chefs d'entreprise des difficultés qu'on n'a jamais connues. Je reste persuadé que ce n'est pas un problème financier. On arrive je pense qu'on arrive à une fin de cycle et que la façon de travailler, la façon que doit fonctionner une économie moderne n'est aujourd'hui pas réalisée en Martinique et sûrement dans les autres DOM. On ne peut plus se contenter de politiques qui sont singulièrement absents, à part notre député Letchimy, qui prennent des décisions qu'on ignore, avec des fonctionnaires qui mettent en place ces décisions et qu'on ignore de la même façon, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un budget CTM qui a été voté. Aucune entreprise ne sait véritablement ce qu'il y a dans ce budget et quels sont les chantiers qui vont démarrer et les chantiers qui ne vont pas démarrer. Et dans ces conditions, nous, entreprises, on doit gérer notre personnel, on doit assurer une continuité de formation et de gestion de notre personnel, on doit payer nos fournisseurs, on doit assurer nos paiements vis-à-vis de l'État, sécurité sociale, etc., sans aucune visibilité et sans qu'on ne soit partie prenante de l'activité économique. Cette façon de procéder, je trouve assez curieux d'ailleurs qu'on soit les seuls à défendre une nouvelle économie, parce qu'en fin de compte, les élus, ils vont quelque part être réélus sur leur capacité à faire diminuer le chômage. Et s'ils ne nous écoutent pas, le chômage ne diminuera pas. S'ils n'écoutent pas les entreprises dans leur volonté de faire que les habitants de la Martinique aillent mieux, je ne vois pas comment on va régler le problème du chômage. Alors, je prends un exemple parce que c'est un exemple qui me tient à cœur, c'est les sociétés HLM. Chacun travaille dans son côté, donc on va rencontrer le président de la CTM qui nous explique qu'il a fait un emprunt de 125 millions, qu'il a mis en place des choses pour la CTM, mais le président de la CTM, il n'est pas que président de la CTM, il est aussi partie prenante avec le préfet, avec l'ensemble des collectivités pour régler les problèmes économiques et avec les entreprises. Quand on prend les sociétés HLM de Martinique, SMHLM a comme actionnaire de référence la CTM. La CIMAR a comme actionnaire de référence l'État et Ozanam a comme actionnaire de référence le MEDEF. Pourtant, ces 3 sociétés, elles appliquent à peu près la même politique depuis 20 ans, avec des conséquences dramatiques pour l'économie de la Martinique et pour les personnes qui logent dans ces logements. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense qu'un dialogue constructif permettrait et d'améliorer le nombre, d'augmenter le nombre de logements construits en Martinique. Aujourd'hui, on doit être à peu près à 500 logements, alors que le PLOM prévoit 1200 logements, avec une demande de 10 000 logements en Martinique, que d'améliorer
la rénovation de ces logements et le structurel, en particulier la partie confortement parasismique. Ces dossiers sont complexes et ne peuvent être réglés par une seule entité, mais par l'État, les sociétés HLM, les collectivités et nous, entreprises, nos représentants. Voilà ce que j'avais à dire. En fait, je reprends tout ce qui a été dit auparavant en insistant sur le fait que si on ne change pas notre façon de fonctionner, si nos élus ne changent pas leur façon de fonctionner, si les techniciens, les fonctionnaires d'État territoriaux ne changent pas leur façon de fonctionner, si nos collaborateurs ne changent pas leur façon de fonctionner, on aura beaucoup de mal à régler l'ensemble des problèmes de nos territoires. Je vous remercie. Le président du collectif des entrepreneurs de Guadeloupe, M. Jean-Yves Ramassani, s'il le veut bien, prendre place au micro. Alors nous faisons lui et moi partie des générations en voie de disparition de moins de 1,80 m. Il faut donc décider. Nous sommes dans le BTP, c'est déjà le sol qu'il faut construire avant. Monsieur le Président, pour vous dire, il ne faut pas changer notre méthode de fonctionnement, mais il faut changer notre méthode d'agir. Et vous allez voir tout à l'heure ce que je vous dis, comme il est important. Monsieur le Président Patron, merci pour cette invitation. Messieurs tous les présidents, il n'y a pas de femme. Madame, merci. Monsieur le député, merci. Mes chers collègues, merci. Quand j'ai entendu religieusement et attentivement le discours de chaque président, vous avez vu, ils ont déjà tout fait. Ils ont déjà tout dit. Le président de la Guyane disait, depuis 2010-2012, ils ont tout le temps répété la même chose. Et je crois que la réaction aujourd'hui en France montre bien qu'il ne s'agit plus ni de discours, ni de négociation, mais d'action. Et c'est parce que le BTP de la Martinique s'est mis en action avec la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion qu'aujourd'hui, on entend dire des critiques sur le mouvement qui sont menés par des chefs d'entreprise. Mais il y a une chose que nous disons, ce sont les chefs d'entreprise qui font vivre le pays. Ce sont les chefs d'entreprise qui défendent chaque jour le gagne-pain des salariés et ce sont les salariés aussi qui font vivre les entreprises. Mais si les politiques nous critiquent aujourd'hui, c'est parce qu'eux, ils sont responsables de la détérioration économique aujourd'hui de la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe et la Réunion. Et c'est pour cela, je profite pour vous dire, chers collègues, qu'il est inadmissible aujourd'hui, parce qu'une équipe professionnelle qui est dans le BTP, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit seulement les grosses entreprises, on voit les gros bâtiments, les gros chantiers, les gros travaux. Mais aussi, il y a des risques énormes, il y a des gros problèmes. Mais à côté de ces entreprises, vous avez des centaines de milliers de personnes qui vivent. Les transporteurs, les vendeurs, tous sortes d'entreprises rattachées directement et indirectement au BTP. Et si on faisait l'analyse exacte de nos représentants, ils n'ont rien compris parce qu'ils n'ont jamais rien compris. Puisque la Guadeloupe est une île, la Martinique est une île, la Guyane est un grand pays, mais à la population petite par rapport à ce nombre, par rapport au nombre d'habitations. La Réunion, nous avons une économie limitée par rapport à notre superficie. Et sur cette même économie vivent tout le monde, tous les Guyanais, tous les Martiniquais, tous les Réunions, tous les Guadeloupéens. Et nous avons aussi la concurrence extérieure qui vient s'attacher sur cette petite île, qui crée aussi une manque à gagner importante, avec une main-d'œuvre moins chère encore que la main-d'œuvre que nous payons. Nos politiques doivent venir en formation chez nous pour connaître ce que c'est l'économie d'un pays. Ils n'ont rien compris, mes chers amis. Et je tiens à dire, et je l'ai toujours dit depuis 15 ans, nous avons un député que je félicite,
qui soit présent aujourd'hui dans cette salle, qu'on devrait revoir la situation fiscale et sociale de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, parce que nous ne sommes pas sur un continent. Nous sommes limités au niveau des activités économiques. Ils devraient voir ça. Nous sommes comme le jambon dans le pain, gauche et droite. À chaque fois qu'on ferme le pain, nous sommes bouffés par tous les partis politiques. Et chers amis, je vous dis que si vous continuez à envoyer des courriers comme vous faites, si vous continuez à envoyer des demandes de rendez-vous, c'est la rue qui règle le problème. Et c'est la rue qui va régler le problème de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane. Ils ont peur, car l'île de Mayotte est en train de démontrer ce que c'est la liberté. Nous n'avons pas de liberté, puisque s'il n'y a pas de liberté économique, il n'y a pas de liberté pour vivre. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, chers collègues. Moi, ce que je vous demande, tous les présidents, eh bien, il y a eu un exemple. Aujourd'hui, c'est un deuxième exemple, il y a encore d'autres. Ils n'ont pas peur, parce qu'ils sont préoccupés par tout ce qui se passe en France. Leur préoccupation aujourd'hui, c'est ça. Avant, on nous critiquait qu'on barrait les routes, qu'on barrait les ponts. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les routes qui sont barrées en France. Ce ne sont pas les ponts qui sont barrés en France. C'est la France qui est bloquée. Et il n'y a pas de solution à la date où je vous parle. Ils ont bien compris que si les 4 départements français se mettent ensemble avec le problème qu'ils n'arrivent pas à régler à l'île de Mayotte, ils auront des problèmes. Et moi, je demande à toutes les entreprises qui travaillent dans le secteur du BTP que tout le monde puisse avoir une union, une force commune pour que nous puissions mettre une vraie action le même jour, la même date, la même heure dans ces 4 départements. Il faudrait aussi que nous demandions une table ronde à nos parlementaires pour leur bien faire comprendre. Et monsieur le député, je vous le présente pour le dire, il faut essayer de demander à ce gouvernement de revoir la situation fiscale et sociale de nos départements. On ne pourra plus continuer comme ça. Parce que non seulement nous sommes limités économiquement, mais nous avons quand même une population jeune qui n'arrête pas de progresser. À quoi serviront demain les élus de nos îles? Moi, ce que je constate à chaque fois, d'accord, il y a une nouvelle collectivité. Et le président Galakan l'a bien dit au niveau de la région, quel que soit le président qui passe, nous sommes des entrepreneurs, nous sommes là pour travailler. Et c'est ça la réflexion, la richesse du pays. Il n'y a pas de couleur politique parce qu'il n'y a pas de couleur monétaire. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de travailler et d'être payés. Et de plus, je profite aussi, parce que vous êtes le seul dont je suis obligé de vous donner ces informations. Monsieur le député, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans les secteurs touristiques que le gouvernement règle financièrement des problèmes de choc social et fiscal pour certaines entreprises. Et qu'ils sont en train de saisir les entreprises individuelles, artisanales. Ce n'est pas normal ça. Et ce n'est pas normal dans la mesure que, comme une entreprise individuelle, ce que je vous dis parfois, c'est bien de venir dans les réunions parce que c'est une formation, c'est pour les élus. Je les comprends, ils n'ont pas le temps. Mais je vous dis que quand aujourd'hui, c'est ce que vivent les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, les Réunionnais, une entreprise individuelle qui est saisie par les services fiscaux et la sécurité sociale. Et bien, étant donné qu'ils ne peuvent pas prendre l'argent sur l'entreprise individuelle du monsieur, si c'est le monsieur qui est inscrit, ils vont saisir le salaire de la femme. Cela veut dire, non seulement ils sont en train de détruire les entreprises, mais ils sont en train de détruire les familles antillaises en même temps que le gouvernement. Ce n'est pas normal, on ne peut pas accepter ça. Et quand on voit que le président de la Martinique dit qu'il a été méprisé par certains élus, là il y a un problème. Chers collègues, il y a un problème. Et pour qu'on puisse finir, bloquons les 4 départements en même temps, et vous allez voir que les politiques, que les gouvernements, vont s'associer à nous, ils vont s'asseoir autour de la table avec nous pour que nous puissions travailler, et vous allez voir, c'est l'action qui est la réaction, et c'est la pression qui fait marcher que le gouvernement, que les élus. France pour la Martinique. Merci.
Voyez-vous, quand je vous annonce un tribun, je ne me trompais pas. Maintenant, nous allons donner la parole au président Jean-Pierre Philibert, président de la FEDOM, la Fédération des entreprises d'outre-mer. Alors, il va encore faire monter la température, vous allez voir. Président, tu as la parole. Je ne sais pas si je vais monter le micro, on va monter la température. Alors, moi je ne connaissais pas, j'avais entendu parler de Jean-Yves, mais alors, c'est difficile de passer derrière, parce qu'il a appelé à bloquer les 4 territoires. Je ne vois pas bien ce que je peux dire. Peut-être revenir un peu à l'essentiel. Il y a quelques jours, l'Assemblée générale de la FEDOM. Alors la FEDOM, pas vous dire ce que c'est, mais nous sommes la Fédération des entreprises d'outre-mer. Nous avons toutes les entreprises, tous les corps de métier, et naturellement le bâtiment, les travaux publics, et sur tous les outre-mer. Nous sommes dans les DOM, mais nous sommes aussi partout. Tous nos administrateurs se sont réunis pour notre Assemblée générale à Paris et ont voté un vœu à l'unanimité. Il n'y a pas une voix qui s'est élevée, un vœu de soutien aux revendications du secteur du BTP. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Vous l'avez dit, vous n'avez pas été entendu, écouté pendant des années. Et pourtant, la logique, je ne sais plus si c'est Steve ou si c'est José qui le disait, il y a quand même aussi une exigence en matière d'égalité, d'équipement de nos territoires, au même titre qu'on équipe et sont équipés la métropole, les départements de la métropole. J'ai toujours scrupule de le dire devant Serge Letchimy, quand je cite Aimé Césaire, parce que lui fait autorité, mais pas moi. En 1945, dans un discours à l'Assemblée nationale extrêmement célèbre, Césaire disait, il s'emportait un peu comme vient de le faire notre ami Jean-Yves, et il disait, si on veut sortir la Martinique du marasme dans lequel elle est, de la dépendance économique dans laquelle elle a été trop longtemps, il faut l'équiper, encore l'équiper. Et équiper, ça veut dire quoi? Ça veut dire construire des routes, ça veut dire construire des logements, ça veut dire construire des bâtiments publics, des gymnases. Je ne suis pas martiniquais, je ne suis pas ultramarin, je suis d'une autre outre-mer. Serge Letchimy le sait. Et j'ai en Irlande, chez moi, dans ma famille maternelle, il y a un jour un grand écrivain qui écrit, il était parti aux États-Unis, il revient chez lui, je le cite, il dit « J'ai tourné le bout du chemin et soudain j'ai vu mon village. Les toits de chaume avaient été remplacés par des toits d'ardoise ou de tuiles. Les maisons s'étaient élevées, il y avait une route. Je suis rentré dans mon village. Les peuples n'avaient pas changé, j'ai compris qu'il n'avait pas perdu ses valeurs, mais il avait grandi. Et il était prêt à affronter un certain nombre de défis. Je crois qu'équiper un pays, prétendre vouloir l'équiper, vouloir lui donner les infrastructures, vouloir donner un toit. Vous avez, Serge Letchimy fait voter il y a quelques années une loi sur l'habitat insalubre. Oui, il y a encore des gens qui vivent dans des conditions d'insalubrité totale et qui attendent un logement social. Et que cette première petite avancée que vous devez à votre mobilisation, celle de l'agrément, de la suppression de l'agrément fiscal en matière de logements sociaux, vous la devez aussi, parce qu'il ne faut pas leur jeter toujours la pierre, à la mobilisation d'un certain nombre d'élus, dont Serge Letchimy avait pris l'initiative, qui avait effectivement écrit pour demander qu'il y ait un grand assouplissement de ces procédures d'agrément. C'est un début, mais il ne faut pas lâcher. Parce que le grand danger serait aujourd'hui qu'on dise « le compte est bon ». Or, le compte n'est pas bon. Vous les avez les uns et les autres rappelés. Il est inacceptable qu'aujourd'hui, des entreprises qui sont déjà en grande difficulté soient de facto le financeur des collectivités locales. Ça ne peut pas marcher longtemps. Ça ne peut pas durer. Il est inacceptable aujourd'hui que pour des raisons... Alors je sais bien qu'il y a eu des élections, il y a des équipes qui se mettent en place, etc., dans toutes les collectivités, qu'elles soient municipales ou autres. Il y a encore des retards au lancement d'un certain nombre d'opérations qui sont extrêmement préjudiciables. Moi je suis aujourd'hui, et je le dis, ce qui me frappe le plus, c'est la mobilisation des salariés à vos côtés, chefs d'entreprise. Parce que je crois que c'est la conscience qu'une entreprise, c'est pas simplement un patron. Une entreprise, c'est aussi des gens qui travaillent, qui ont envie de vivre,
et ce que vous avez dit est tellement juste. Ce qui fait le succès d'une vie, bien sûr, c'est une vie familiale réussie, mais c'est aussi parce qu'on s'accomplit dans son travail. Parce que quand on rentre chez soi, on a la fierté d'avoir un boulot. Et aujourd'hui, quand les chefs d'entreprise me disent, certains, j'étais à la réunion il y a quelque temps, en larmes, me disant « je ne peux plus payer mes salariés à la fin du mois parce qu'on ne m'a pas payé, qu'est-ce que je fais ?» Et qu'un chef d'entreprise que j'avais vu 2 mois avant, je demande de ses nouvelles, et Bernard Serriex me dit, je le dis avec un peu d'émotion, il s'est jeté du pont. C'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable, Serge. Ça n'est pas acceptable. Moi, j'entends, et je le vis mal, j'entends un cri de détresse. J'entends un cri de détresse d'entreprise, j'entends un cri de détresse des salariés, j'entends un cri de détresse de pays qui veulent s'équiper, de pays qui veulent vivre. Alors moi, je souhaite, nous allons relayer au niveau national, je reprends un peu mes esprits, nous allons naturellement faire du combat du BTP un combat majeur. Parce que, comme l'a dit un jour quelqu'un, on disait, vous savez, quand le bâtiment va, tout va, quelqu'un a une meilleure formule. Quand le bâtiment vit, il aurait pu dire les travaux publics aussi, quand le bâtiment vit, tout vit. Mais quand le bâtiment meurt, tout meurt. Et nos territoires, je crois qu'une grande partie de leur avenir résidera dans la capacité que vous aurez, et nous serons à vos côtés, à surmonter cette crise, à faire prendre conscience à tout le monde, les élus locaux, les pouvoirs publics, le gouvernement naturellement, que ce qu'on demande pour nos outre-mer, ça n'est pas la charité, ce mot terrible. Il y a un grand homme qui disait un jour, je ne demande pas la charité, je demande la justice. La justice, c'est d'être traité dans les mêmes conditions que les autres. Vous savez que l'État dépense moins en proportion, toute proportion gardée, pour un Martiniquais, pour un Guyanais, pour un Guadeloupéen ou pour un Réunionnais qu'il ne dépense pour un habitant de la métropole. C'est ça la justice. C'est ça la justice sociale. C'est pourquoi nous nous battons et c'est pourquoi je vous redis, mes chers amis entrepreneurs et au-delà, à vous tous les salariés, ma solidarité absolue. Je vais revenir en métropole dans 2 jours. Vous pouvez compter sur ma détermination et à travers la mienne, sur l'ensemble de la communauté économique des Outre-mer qui vous adresse aujourd'hui un fraternel, par ma voix, un fraternel et chaleureux salut. Bon courage les entrepreneurs, bon courage les salariés des entreprises du BTP de Martinique et d'ailleurs. C'est votre mobilisation qui vous permettra de gagner. Il m'a demandé d'informer la population martiniquaise, donc de vous informer de leur détresse. Ces entreprises travaillent pour France Télécom Orange. Depuis un certain nombre d'années, ces entreprises sont étranglées à cause des prix bas. Compte tenu du peu de travail qu'il y a, France Télécom ne sont pas les seuls. Orange a cassé les prix au maximum et ces entreprises ne peuvent plus vivre. Moi qui suis président d'une caisse, je vous assure qu'il n'y a aucune de ces entreprises en règle avec leurs cotisations sociales et fiscales. Pour la simple raison, c'est qu'ils ne peuvent pas répondre aux prix qui leur sont demandés. Ils sont en grève en Guadeloupe, ils sont en grève, ceux qui travaillent pour ce même opérateur Orange sont en grève en Martinique. Ils ne sont pas aujourd'hui, et en Guyane, ils ne sont pas aujourd'hui présents avec nous, simplement parce qu'en ce moment, ils sont au tribunal. Ils ont été assignés et ils sont au tribunal et ils sont descendus au tribunal pour porter moins fort, pour aider leur entreprise. Ils ne sont pas aujourd'hui. C'est une pratique courante des maîtres d'ouvrage. À partir du moment où il n'y a pas beaucoup de travail, ils s'arrangent à faire casser les prix. Et l'un des problèmes, des difficultés de nos entreprises aujourd'hui, c'est ça. Le moins 10 ans. On fait descendre au maximum, on donne le travail à celui qui, entre parenthèses, est le moins 10 ans, et 99% des fois, le travail ne se termine pas, et souvent, ça coûte plus cher au maître d'ouvrage, mais il en est content parce qu'il n'a pas, sur le moment, c'est-à-dire au moment de l'appel d'offres, il a donné le plus bas possible. Ces entreprises sont en souffrance. Je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir. Ils étaient en négociation hier soir, malgré la négociation qui semblait bien avancée, parce qu'il y a quand même des gens qui ont pris conscience que l'on ne pouvait pas continuer à pratiquer de tels prix. Et ça a évolué, à mon avis, dans le bon sens.
Mais ils sont aujourd'hui au tribunal, c'est pour ça qu'ils ne sont pas avec nous. Ils m'ont demandé de vous donner ce message. D'ailleurs, un de leurs représentants, M. Pousse, est ici avec nous. C'est lui qui est venu me porter le message et je le vais vous transmettre. Bien, bonjour à toutes et à tous dans la salle. Je le dis très clairement, je n'avais pas prévu du tout de m'exprimer. J'étais surtout venu écouter, prendre le pouls. Et donc, plus on me demande de dire 2 mots, je vais être assez bref. Moi, je suis marqué par 3 choses. La première chose, c'est le mot qui est derrière moi, là. L'expression mort. Non à la mort du BTP. On pourrait s'imaginer que c'est excessif de dire ça. On pourrait se dire ça, mais quand on entend, j'ai entendu tout à l'heure, et en suivant de très près cette question depuis des années, je pense vraiment qu'il y a un gros risque vraiment de mort, et dans le secteur du BTP. Alors je ne sais pas à quel rythme, ça peut être lent, mais je pense qu'il y a besoin d'une vraie prise de conscience, de telle sorte qu'on puisse construire à nouveau un nouveau plan de croissance du BTP. La deuxième chose qui me marque, c'est l'association entre les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et leurs salariés. C'est assez rare de voir ce genre de mobilisation-là. Généralement, c'est toujours conflictuel. Les salariés qui revendiquent et les patrons, les chefs d'entreprise qui essaient de répondre dans un dialogue social, ça montre qu'il y a une situation beaucoup plus grave qu'on puisse l'expliquer, de crise profonde dans le secteur de la construction de l'investissement public et du BTP. Et la troisième chose qui m'a beaucoup marqué aujourd'hui, et je pense que ce processus, il faut absolument poursuivre, c'est l'union des départements et régions d'outre-mer, de la Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, dans le même élan de revendication. Alors face à ça, je veux le dire très clairement, nous avons eu 2 respirations. Je regrette, et je le dis très officiellement, que ces respirations arrivent maintenant. Pour quelle raison la suppression de l'agrément fiscal préalable arrive maintenant? C'est quoi ce truc-là? Pourquoi c'est pas arrivé il y a 4-5 ans, 3 ans? Alors c'est une demande ancienne, personnellement je l'ai demandé à plusieurs reprises. C'est quoi cet agrément fiscal? C'est tout mon exemple où l'État devrait se remettre en cause très clairement. Vous savez que je supporte le gouvernement, donc je ne suis pas du genre à supporter le gouvernement et ne pas dire que ça ne va pas. C'est un parcours du combattant pour faire une opération de logement social. Et ça a été compliqué en mélangeant à la fois LBU, financement public, et défiscalisation. Bon, ça peut permettre de booster le financement, puisque la défiscalisation, en gros, n'aurait pas de limite, et la LBU en aurait. Bon, peu importe. Mais faire de telle sorte qu'un projet ne soit réalisé qu'après un parcours du combattant incroyable, me semble totalement absurde. Pourquoi le gouvernement supprime aujourd'hui cette affaire alors qu'on a des milliers de logements en attente de déblocage qui ne sont pas débloqués? Ça montre bien qu'il y a un état d'esprit et que cette question de la mobilisation des 4 DOM devrait permettre de dire au gouvernement non. Et surtout que cette mobilisation se traduise en plateforme, tel que ça a été indiqué par Steve tout à l'heure, avec des revendications et des demandes qu'il faut formaliser maintenant. On pourrait dire, ah oui, c'est bon moment fait parce que comme il y a élection, il y a tout qui dit oui. Bon, pourquoi pas? Il faut profiter de cette aubaine-là. Mais il faut faire attention, parce que la suppression de l'agrément fiscal préalable ne veut pas dire qu'on a tout réglé. Il faut être très prudent. Tu l'as dit, M. Gardacan, il faut absolument travailler pour qu'on ait pratiquement une décentralisation claire et nette et des décisions extrêmement rapides sur le plan local. Parce qu'on sait bien qu'il y a des ayatollahs qui sont contre la défiscalisation au niveau national, mais totalement contre, alors que c'est le seul moyen de compenser le déficit financier de l'État, puisqu'on a pratiquement 30 à 40% d'investissement public en moins par habitant entre les départements d'outre-mer et l'État, donc, et le niveau national. Donc il faut absolument qu'on puisse aller. Deuxième chose, le dossier qu'a porté patient le sénateur concernant les problèmes de compensation liés à la DGF, c'est un terme un peu technique. Aujourd'hui, nous découvrons que les communes et les collectivités d'outre-mer n'auront pas le même type de compensation par rapport aux villes au niveau de la métropole, de l'Hexagone, je dis. C'est insupportable encore, parce que ça veut dire qu'il y a une discrimination liée à l'égalité des droits.
Cela veut dire qu'il y a des systèmes de compensation de la DGF très importants pour une commune qui peut perdre entre 600 000, 700 000, etc. Et ça, c'est aujourd'hui, alors que le patient pose ce problème depuis 4 ans. Donc je vous conseille, ce n'est pas mon rôle de le dire en tant qu'élu, maintenez votre mobilisation. Restez debout et expliquez et continuez ce combat-là. Je termine en disant, L3, le ciel t'aidera. Moi, j'ai toujours eu cette devise. Demandez à l'État de se mobiliser et de financer, mais il faut commencer par aussi, dans chaque département et chaque région, prendre à bras le corps la question de l'investissement public. Et c'est fondamental. Si on ne maintient pas, pour la Martinique, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, mais je parle pour mon pays, un niveau d'investissement public qui soit compatible au maintien de l'activité du BTP, grande entreprise ou petite entreprise, permettant de maintenir le cap et réglant le problème des délais de paiement, on ne va pas tenir. Et il faut, de mon point de vue, qu'on continue en Martinique le plan Marshall BTP qui avait été lancé il y a pratiquement 5 ans, qui nous a permis de stabiliser, pas de repartir, mais tout au moins de stabiliser. Si on ne repart pas sur l'investissement en Martinique, moi je crains fort que les chantiers arrêtés, les chantiers non lancés et l'absence de financement et l'absence de prise de conscience peut nous conduire à une catastrophe. Je ne souhaite pas ça pour mon pays, donc je serai très attentif à la plateforme de revendication que vous allez envoyer. Je vais relayer avec mes collègues comme Victorien Lurel, notamment pour la Guadeloupe, mais aussi avec Jean-Claude Fruteau, qui est à l'origine du déblocage de la question de l'agrément fiscal, mais aussi avec les Réunionnais que nous connaissons, les Guyanais, de telle sorte qu'on puisse porter votre demande le plus loin possible. Merci de m'avoir donné la parole. Merci, monsieur le député. Mesdames et messieurs les journalistes, si vous avez si vous avez des questions à poser, je pense que le plateau est à votre disposition. Pas de questions? On peut les poser en individuel, s'il vous plaît, monsieur, individuellement. Oula. Oui, bien sûr, c'est pas possible, bien sûr. Vous avez une date de mobilisation arrêtée? Un calendrier? La question est posée. Donc, une plateforme de mobilisation, une plateforme de revendication arrêtée. Non, la date. Ah, la date arrêtée. Mais nous sommes toujours mobilisés. Donc il n'y a pas de date arrêtée, nous sommes tous mobilisés. Je pense que tous les intervenants, que ce soit Guadeloupe, Guyane, Martinique, et vous avez entendu les propos de Jean-Yves, toujours se mobiliser. Nous sommes toujours mobilisés. Nous nous concertons régulièrement entre les départements. Nous avons des actions communes auprès du gouvernement. Le ministre du Minival, il est très occupé ces jours-ci, il n'a pas pu nous recevoir, mais nous avons des actions communes, mais nous restons toujours mobilisés. Il n'y a qu'à cette condition que nous pourrions encore peut-être sauver nos emplois. Bien, apparemment, les journalistes n'ont pas de questions, ils préféreront poser individuellement les questions. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Je vous demande instamment de rester mobilisés parce que je suis persuadé que le combat n'est pas terminé, il sera encore long. Peu importe les désillusions, peu importe ce que nous allons subir encore, mais sachez une chose, nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas baisser les bras parce que notre situation, comme l'a dit José et les autres, est une des crises les plus graves que nous ayons connues depuis ces 30 dernières années. Et malgré les dernières avancées concernant le logement social, par exemple, nous attendons de toute façon les décrets ou les textes permettant de pouvoir éviter ces agréments qui nous font défaut. Nous avons aussi un gros problème, un gros travail à faire sur nous. Quand je dis sur nous, je pense à ces fonctionnaires qui doivent travailler pour pouvoir nous donner les agréments, qu'ils fassent un peu moins de zèle, qu'ils puissent faire leur travail en temps particulier, parce que le problème de la Martinique, je ne parlerai pas pour la Guadeloupe, l'un des problèmes de la Martinique est le travail du Martiniquais. Ceux qui devraient travailler pour nous permettre, je prends le cas des bureaux d'études, des sociétés d'HLM, des collectivités
qui devrait faire l'effort nécessaire pour nous permettre pour créer les investissements, je m'aperçois aujourd'hui, il faut le dire, je sais que ça va fâcher, ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps. Et je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de temps à perdre. Je vous remercie, je compte sur vous. De toute façon, je reste persuadé que nous aurons encore une autre mobilisation. Je vous remercie.